Voilà notre expert de ce soir, il est déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous le présenter. Il s'appelle Epiphane Yellowman. Il est le secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Bonsoir. Bonsoir Aurélien Roch. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Seulement, je ne vais pas très bien parce que nous avons perdu 13 de nos compatriotes par noyade. 14. 14. Le Le chiffre s'alourdit malheureusement. Oui. Alors, comment avez-vous reçu cette information? Est-ce que c'est un accident fatal? Est-ce que c'est un accident qu'on aurait pu éviter? Bon, nous sommes en Afrique et on met la fatalité dans tout, mais la prudence nous aurait permis d'éviter ça. Et une meilleure organisation des circulations sur l'eau pourrait nous éviter ce genre de situation. Parce que c'est lié à un chuchage d'embarcation. C'est bien dommage. Et normalement, si les gens écoutaient les conseils qu'on leur donne, cela aurait pu ne pas arriver parce que souvent, quand ils commencent le chargement, il y a un tirant d'eau qu'il faut respecter pour chaque embarcation. Mais les gens dépassent le tirant d'eau. Ce qui est bien, c'est que même les constructeurs artisanaux, quand ils construisent les barques, ils mettent une limite. Et quand ça arrive là, on sait qu'on a atteint ce qui doit aller au fond de l'eau et ce qui doit rester. Les barques, comment peut-on arriver à évaluer la capacité d'une barque? Parce que les barques ne sont pas, c'est des barques fabriquées de façon artisanale. On ne sait pas réellement combien de passagers faut-il mettre à bord. Il paraît même que les passagers ont demandé au conducteur de ne pas en rajouter. Il lui faisait confiance en sa barque. Comment identifier le nombre de passagers pour ne pas parler d'excès? Oui, c'est que généralement, les fabricants, même s'ils sont artisanaux, ils savent combien une pirogue ou une barque qu'ils fabriquent peut garder. Ils le savent. Et c'est ça, à partir de ça qu'ils essaient de marquer ce que nous appelons la limite. Ils délimitent. Okay. Et normalement, même si vous ne savez pas et que vous faites le chargement, il y a un niveau, quand l'eau arrive sur l'embarcation, c'est que ça, c'est le maximum qu'il faut avoir. Il faut tenir compte également de la profondeur de l'eau, du cours d'eau ou bien du lac. Absolument. Vous parliez du respect, justement, de la charge qu'il faut avoir pour les barques. Et il faut le faire. En dehors de ça, quelles sont les autres dispositions à prendre avant de se lancer sur les lagunes, première des choses, etc. Il est impensable d'aller sur l'eau sans gilet. Ah ben, avec ce que nous voyons sur nos lagunes, des gens circulent et même à grande vitesse sans aucun gilet de sauvetage. C'est de l'imprudence et ce n'est pas normal. Parce que le gilet aurait permis de sauver beaucoup de personnes dans ce qui s'est passé. Parce qu'en gilet, vous allez flotter et ça maintiendra votre tête en l'air pour qu'on vienne à votre secours. Mais malheureusement, ce n'est pas une habitude. C'est comme les ceintures de sécurité. Tout le monde pense que c'est les accoris qui doivent mettre ça. Ou bien quand vous mettez le gilet sur l'eau, on pense que vous êtes un peureux. Non, ça peut arriver et il faut le mettre. Et je pense que la règle serait d'exiger cela à tout le monde. Mais la règle est là. Le problème, c'est que ça ne se respecte pas. Cela veut dire qu'il vaut mieux organiser le transport Fluviolacus. OK. Pour que les gens sachent que ça, il faut respecter. C'est comme je l'ai dit, si la police commence par arrêter tous les véhicules où les passagers ne portent pas de ceinture, on va dire que c'est méchant. Mais c'est pour éviter ce genre de situation. Il y a pourtant des commissariats de police qui patrouillent souvent sur ces lagunes. Oui, mais parfois eux-mêmes sans gilet. Voilà. Parfois eux-mêmes sans gilet, ce qui n'est pas normal. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience de la sécurité. C'est une question de prise de conscience de la question de
sécurité dans la circulation et même dans nos maisons. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il ne faut pas former? Parce que n'importe qui se lève, apparemment se lance dans la conduite des barques motorisées, il y a des règles qu'il faut observer. Lorsque vous voulez faire par exemple des dépassements sur l'eau, il y a des règles qu'il faut observer. La question de la formation n'est-elle pas importante? Oui, et je pense que dans les pays qui pratiquent fortement ces navigations, il y a une règle de formation et de délivrance de permis de conduire. Ah oui. Et j'ai vécu au Congo, c'est systématique pour s'engager dans la conduite de pinasses et autres. Donc, les gens ont leur permis et ils présentent, avant qu'on les recrute, par exemple, pour conduire pour faire une navigation commune. Il faut nécessairement faire ça. Ce sont des normes internationales reconnues qu'on doit pouvoir respecter. On doit pouvoir respecter. Faire, comme on fait permis de conduire, c'est aussi un permis de conduire qu'il faut avoir là, mais un permis de conduire les pirogues, les pinasses, et il y a des gabarits, et il y a des réglementations à ce niveau qu'il faut respecter. Et ensuite, former les pinassiers et autres au premier secours. Les premières réactions qu'il faut avoir. Voilà, justement. Et c'est sur ce plan-là que je vous attendais. Vous êtes de la Croix-Rouge béninoise. Comment secourir lorsque vous voyez une barque peut-être en détresse sur une lagune, comme on l'a vu? La première des choses, c'est d'appeler, parce qu'aujourd'hui, les sapeurs sont quand même assez organisés, c'est d'appeler le numéro gratuit 118. Les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, il leur dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Dans l'instant d'après, ils vont arriver. Mais pendant qu'ils sont en train d'arriver, peut-être que le pire est déjà arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 cas. Il y a des gens qui sont tombés dans l'eau, mais qui respirent normalement. Il ne faut pas les laisser partir. Il faut les faire asseoir en position demi-assise pour qu'ils puissent récupérer. Il y en a qui sont inconscientes, mais respirent. Il faut faire évacuer l'eau et puis les mettre en position latérale de sécurité. C'est une position qui permet à la personne de reprendre son esprit. Un peu comme cette position, on est en train de voir des images là-bas. Oui, ça c'est le sauvetage. Oui. Et voilà la position latérale de sécurité, oui, dans laquelle il faut mettre quelqu'un qui est inconsciente mais qui respire. Voilà. L'autre, c'est début de position demi-assise, mais c'est la manière de retirer la personne de l'eau. Okay. Il ne faut jamais attaquer de front quelqu'un qui se noie parce qu'il risque de vous entraîner au fond de l'eau vous-même. Donc, il faut savoir nager d'abord. Maintenant, quand vous savez nager, il faut savoir prendre la victime. Oui. Donc, le contourner, le prendre derrière, pas derrière, et maintenant aller à reculons. Okay. Maintenant, au cas où il ne respire pas, et il est inconscient, il ne respire pas, on ne peut pas dire qu'il est mort déjà, non. Il faut le mettre en position face contre terre, appuyer pour évacuer l'eau, c'est ce que beaucoup oublient. Nous avons vu l'image tout à l'heure. Okay. Et il faut le souffler aussi. Maintenant, non, c'est quand il faut évacuer d'abord l'eau de son ventre. C'est parce qu'il a dû boire de l'eau. En pressant du dos, en le mettant en position fœtus pour enlever, pour faire évacuer par la bouche l'eau qu'il a dû avaler dans les poumons. On le met sur le dos comme ça? Non, pour évacuer l'eau, c'est en position fœtus. Donc courbé, recroquevillé. Okay. Et on tape dans le dos okay. et l'eau sort par la bouche. Et lorsqu'on finit ça maintenant, on peut maintenant souffler. Ce qu'on appelle respiration artificielle, bouche à bouche, c'est plus efficace. Et quand il reprend la respiration, on le met alors en position latérale de sécurité. Au cas où le cœur s'arrête, il faut faire le massage cardiaque. Voilà, donc quand on fait ça, on a la chance de sauver peut-être des vies. Mais quand on ne s'y connaît pas, on peut déclarer déjà le décès de la personne dès qu'on la retire de l'eau. Ah oui. Peut-être que certains sont passés par là, on ne sait jamais. Mais au niveau de la Croix-Rouge béninoise, qu'est-ce que vous faites pour apporter toutes ces informations que vous êtes en train de partager avec nous aux populations, surtout des cités lacustres? Oui, il y a des choses qui se faisaient et qui doivent être renforcées. C'est que toutes nos structures qui sont en bordure des cours d'eau, des étangs, ils doivent pouvoir organiser la surveillance de l'eau. C'est ce que nous appelons le premier secours santé à base communautaire. Selon les problèmes des communautés,
on a des rubriques de formation qui rendent les volontaires capables. Sur les montagnes, il y a des particularités à faire. Au bord de l'eau également, il y a des particularités. C'est comme dans la ville de Cotonou, il y a beaucoup d'accidents. Les secouristes ont ce devoir de se mettre dans les endroits réputés dangereux pour aider les populations à traverser. Ce que les policiers aujourd'hui font bien. Et nous aussi, on doit pouvoir. Vous devez aussi pouvoir vous positionner à ces endroits-là pour être au chevet justement de ces populations. Comme s'il y a déjà emploi, nous ne faisons pas double emploi. Par exemple, quand vous allez à Djeregbé, les volontaires du comité local de Djeregbé font souvent ça avec les policiers pour les aider à faire passer les élèves qui traversent pour la plupart de l'autre côté pour aller dans leur CEG. Donc ça c'est un exemple qui se retrouve dans beaucoup d'autres comités. D'accord. Au regard de l'accident qui s'est produit, quelles leçons vous tirez et quelles sont les dispositions à prendre? On a appris qu'il y a un projet de réforme du transport lacustre aujourd'hui. En tant que spécialiste de secourisme, quelles sont les propositions que vous avez à faire pour que l'on n'assiste plus à ces drames? Oui, et ce que nous pouvons proposer, c'est qu'on développe ce transport et qu'on le réglemente. Okay. Parce qu'actuellement, c'est encore artisanal. Aucune décision publique n'est encore prise pour améliorer cela. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir. Comme on le dit souvent, c'est plus facile pour nous-mêmes de circuler sur l'eau que de circuler sur la voie publique en quittant Cotonou et Porto-Novo pour aller à Calavi. Mais développons cela. Et il faut que l'État peut-être incite les privés à pouvoir s'engager dans cette activité. Ensuite, lorsque c'est organisé, il faut bien l'organiser depuis la prévention. Pour que des choses comme ça n'arrivent pas. Sur le lac Kivu, il y a beaucoup de cas d'accidents qui se produisent malgré la bonne organisation. Donc c'est quelque chose qui peut... Ça peut arriver, mais quand ça arrive, il faut amoindrir les dégâts en amont par la prévention des différents risques. Voilà un peu. Merci beaucoup à vous, Epiphane Yelomé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler justement de ces mesures à prendre, des dispositions à prendre pour voler au secours des passagers qui sont en détresse sur nos lagunes, etc. Vous avez prodigué assez de conseils. Merci à vous.